Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. On entend, on lit partout et on le constate que la sécheresse que sévit au Maroc cette année est la plus sévère depuis les 3 dernières décennies. Les chiffres des taux de remplissage des barrages sont inquiétants, des taux qui ne dépasseraient pas les 26-27%, alors que le barrage Al-Massira est presque à sec avec un taux de remplissage de 3,9%. Pour mesurer l'ampleur de cette pénurie d'eau, une comparaison. Dans les années 60, la disponibilité en eau était 4 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Des villages, des villes entières sont touchés par cette pénurie. Dans certaines régions, les fontaines publiques ne sont opérationnelles qu'1 à 2 jours par semaine et la majorité des puits ont tari. Selon l'Organisation mondiale de la santé, avec 600 mètres cubes d'eau par habitant et par an, le Maroc est largement sous le seuil de la pénurie d'eau. Une pénurie estimée à 1700 mètres cubes par habitant et par an. Selon un autre rapport de la Banque mondiale, cette fois-ci sur l'économie marocaine, nous serions aujourd'hui bien en situation de stress hydrique structurel. Pour faire face à cette situation, départements de tutelle, pouvoirs publics, autorités locales et gestionnaires délégués ont déployé ou préconisé une batterie de mesures pour gérer cette pénurie et rationner la consommation de l'eau dans les villes et les campagnes. Jusqu'à quel point ces mesures pourraient aider à la gestion de cette crise ? Ces situations auraient-elles pu être anticipées et comment repenser notre politique de gestion de l'eau, surtout quand on sait que plus de 80% des eaux au Maroc vont à l'agriculture, un secteur clé de notre économie mais qui ne représente que 12 à 14% maximum du produit intérieur brut. Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Arbiz Zegdouni, agroéconomiste et ruraliste et ancien enseignant à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Monsieur Zegdouni, bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie pour l'invitation. C'est moi. Alors, la situation est-elle alarmante à ce point et comment en sommes-nous arrivés là ? Le ciel peu clément, il est vrai, cette année, et le déficit pluviométrique sont-ils les seuls responsables ? Oui, Madame Soumia, merci beaucoup pour l'invitation et pour le choix de ce thème, particulièrement préoccupant dans le contexte d'aujourd'hui dans notre pays, pas seulement dans notre pays, c'est une conjoncture qui interpelle l'ensemble des pays du globe. On n'a qu'à suivre les informations à travers les chaînes internationales pour constater que la question du déficit hydrique et des chamboulements, je dirais, climatiques, ne concerne pas uniquement le Maroc, mais un ensemble de pays à travers le monde. Qu'il s'agisse des pays méditerranéens, de l'Asie, de l'Amérique, de par le monde, il y a cette montée en puissance des effets tangibles, palpables des changements climatiques et qui nous interpellent au plus haut niveau pour qu'on s'interroge sur la manière, j'allais dire, d'interagir et de réagir face à cette situation. Pour revenir à la situation de notre pays, effectivement, la situation est plus que préoccupante, pour ne pas dire particulièrement critique. Et quand je lis les analyses, les commentaires, les déclarations officielles, je suis frappé par le fait que le plus souvent, on se limite dans le diagnostic à évoquer uniquement l'amenuisement ou la réduction des apports pluviométriques, pas seulement les pluies mais aussi les neiges. Et on impute ça donc à la diminution des chutes de neige, des pluies, et éventuellement comme effet induit des changements climatiques, mais on s'arrête là. Alors que normalement... Qu'est-ce qu'on occulte ? Voilà, la situation... Peut-être on n'occulte pas, dans tous les cas, on ne met pas suffisamment d'éclairage sur l'autre côté. Là, on s'interroge juste sur les apports. On ne regarde que les apports d'eau à travers la pluviométrie et les effets des changements climatiques sur la réduction des apports d'eau par les pluies, la chute de neige, etc. Mais on ne s'interroge pas sur la demande aussi. En fait, la situation actuelle de déficit hydrique, pour ne pas dire plus, c'est le résultat. Il traduit en fait quoi ? Il traduit un déséquilibre qui tend à devenir structurel entre l'offre d'eau et la demande d'eau. Oui. Et donc c'est vrai que les changements climatiques et de ce fait, les changements opérés au niveau des apports d'eau par les pluies, ils ont eu un effet. Et c'est un processus qui s'est enclenché depuis plusieurs décennies. Il n'est pas le résultat, comme on a souvent tendance à le faire croire, que c'est juste durant 2-3 années. Ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai. La demande en eau aujourd'hui, alors que la pluviométrie est beaucoup plus faible, 4 fois plus faible qu'avant, est beaucoup plus grande. Il y a des utilisations d'eau qui n'étaient pas, qu'on ne connaissait pas. Ah ben justement, c'est l'autre côté. Il faut regarder l'équation dans ces deux dimensions, les apports et les utilisations, l'offre et les besoins. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au fil du temps, et ça depuis 4 décennies, voire même plus, il y a une diminution progressive des apports d'eau par la pluie, sous l'effet des changements climatiques. Mais en face de ça, la demande n'a cessé d'augmenter dans le cas de notre pays, et ça tient à plusieurs facteurs qui se sont conjugués et qui, en quelque sorte, accéléré l'aboutissement de ce processus à la situation que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme paramètre majeur déterminant? D'abord, il y a l'effet démographique. Le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc d'il y a 4 décennies. Donc il y a l'effet démographique qui se traduit par une plus forte demande de l'eau eau potable d'abord. Il y a ce premier facteur. Deuxième facteur, c'est le développement économique du pays qui a vu l'émergence et l'extension de certaines activités dans d'autres secteurs, tels que le tourisme, l'industrie, etc. Mais comme il y a aussi l'agriculture. L'agriculture du Maroc d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'agriculture d'il y a 4 décennies ou 5 décennies. Nous disposons aujourd'hui d'un patrimoine de terres irriguées qui dépasse les 1 600 000 hectares. Ce n'était pas le cas. Et le nouveau, dans cette situation de l'agriculture où l'irrigation, moyennant les subventions, s'est beaucoup étendue avec l'avènement du plan Maroc vert, ça s'est traduit par un recours de plus en plus massif aux ressources souterraines en eau, du fait de l'aménuisement, ce qui fait, et plus que ça, sur les 1 600 000 hectares irrigués aujourd'hui, nous avons quasiment la moitié, voire même plus, ce qu'on appelle l'irrigation individuelle ou privée, sur laquelle les autorités publiques n'ont quasiment aucun contrôle. Justement, à la limite, dans les grands périmètres irrigués, il y a déjà certains périmètres au niveau desquels il n'y a plus de services d'eau pour irriguer, alors que dans les terrains privés où il y a l'irrigation privée, les agriculteurs continuent à pomper, à irriguer. On va revenir à cette question de contrôle qui est très importante, mais il y a un autre point, le mode de vie aussi a changé. Les gens sont la majorité raccordée à l'eau potable. Via les piscines, peut-être qu'on prend beaucoup plus de douches qu'avant. Ça peut paraître banal, mais additionné, ça fait... alors qu'avant, il y avait les fontaines et les gens se rationnaient en fonction de leurs besoins. Absolument. Là, alors, pour préserver justement le peu de ressources d'eau dont nous disposons et réduire un tant soit peu l'exploitation de la nappe phréatique qui est vraiment déjà à sec, le gouvernement et les municipalités ont commencé un petit peu à adopter des restrictions, comme la réduction de l'utilisation, surtout en milieu rural. Il y a aussi la réduction du débit dans plusieurs villes. Après, il y a des sensibilisations comme l'interdiction entre guillemets, parce que interdire, est-ce qu'il y a un contrôle, est-ce qu'il y a une sanction de l'eau potable dans l'irrigation des jardins, le lavage des véhicules. Que pensez-vous de ces initiatives et de la réussite de leur application? Surtout quand on sait que malgré l'adoption de la loi 1095, donc en 95, qui régit l'action de la police de l'eau, les textes de l'application n'ont toujours pas été promulgués. Est-ce que ça sert à quelque chose de dire c'est interdit et puis en face on ne fait rien? Exact. Avant de répondre à cette question extrêmement importante, je voudrais juste peut-être développer le point que vous avez soulevé à la fin de la réponse à c'est la question du modèle de consommation. Et c'est vrai que cette évolution de la société marocaine, de son économie, c'est accompagnée par une modification substantielle du modèle de consommation. Le référentiel étant plutôt la tendance vers le référentiel citadin. Et si c'est vrai que des programmes comme l'approvisionnement en eau potable des zones rurales a été très bénéfique et c'était justifié pour être équitable le plus possible vis-à-vis des populations, a effectivement répondu à des besoins objectifs, cela n'a pas empêché la diffusion en milieu rural aussi de certaines pratiques qui étaient connues au milieu urbain et qui maintenant, ce qui fait que toute la culture, j'allais dire, que nous avions anciennement dans nos
société rurale, de gestion minutieuse du peu de ressources, de la rareté, au fil du temps, nous avons perdu ce savoir-faire et cette culture. Oui. Et je crois que c'est une question centrale sur laquelle on devrait revenir plus tard. Oui. Sinon, pour les mesures prises, les initiatives prises par les autorités gouvernementales, les municipalités, les collectivités territoriales, les agences en charge d'assurer l'approvisionnement en eau potable des établissements publics, toute mesure, toute initiative de nature à sensibiliser les usagers, quels qu'ils soient, oui. pas seulement les usagers de l'eau potable, les usagers de l'eau, quels qu'ils soient, pour les amener à prendre conscience. Je dirais pas seulement de l'insuffisance ou du déficit, c'est de la gravité de la situation. Oui. Nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante dans notre pays. L'eau est une ressource vitale, l'eau potable. Donc nous sommes devant une situation très critique et toute initiative, toute action, toute mesure dans ce sens ne peut être qu'appréciée, ne peut être qu'applaudie, ne peut être que louable. Reste la question, j'allais dire, de l'efficacité. Autant ce sont des mesures pertinentes, opportunes. Quant à leur efficacité, ça dépendra des moyens, des ressources et de la volonté surtout que les autorités publiques en charge de les faire appliquer devront mettre pour veiller à. Évidemment, la loi sur l'eau de 1995 qui a été reprise et amendée par une loi qui a été promulguée en 2016 pour essayer j'allais dire, de rectifier les limites, les insuffisances. Encore faut-il que toutes les dispositions de nature réglementaire pour opérationnaliser des principes fondateurs de ces deux lois restent à ce jour. Exemple, dès 1995, la loi de 1995 stipule très bien parmi les principes de ces fondements, c'est pollueur-payeur, utilisateur-payeur. À ce jour, on n'a pas, comme il a proposé, il a prévu la mise en place d'instances, d'institutions en charge de planifier, de surveiller, etc. Exemple, le Conseil supérieur de l'eau et du climat qui nous s'est réuni depuis longtemps. Qu'en est-il de la police, des polices des eaux, de la police de l'environnement? En fait, il y avait au Maroc, une gendarmerie aussi de... Le problème dans notre pays, ce n'est pas tant l'absence ou le manque de dispositifs juridiques. Le problème, c'est au niveau de l'opérationnalisation des lois. On a vu que le volet répressif est très, très, très important. Maintenant, un contrevenant, quelqu'un qui est en infraction, qui ne doit pas creuser un puits ou qui ne doit pas exploiter une nappe phréatique, et puis qui le fait. Voilà, on constate qu'est-ce qui arrive après. Est-ce qu'il y a des sanctions? En tous les cas, à ma connaissance, on n'entend pas parler du fonctionnement de ces outils, j'allais dire de surveillance, de prévention et si nécessaire de sanctions. Normalement, ces organes devraient être, leurs activités devraient être portées à la connaissance du grand public, de manière à ce que la population internalise l'existence de police, d'agents, des pouvoirs publics qui veillent sur les ressources. Vous m'avez dit, professeur Zegdouni, qu'il a été procédé à un recensement des puits, mais en milieu rural. Oui. Et on oublie qu'il y a aussi autant, si ce n'est plus, de puits en milieu urbain, et pas pour les mêmes besoins. Parce qu'en milieu rural, ce sont des besoins vitaux d'approvisionnement en eau potable pour boire, pour se laver, pour irriguer. Mais en milieu urbain, c'est pas un crime d'avoir une piscine ou d'avoir un jardin d'un hectare ou deux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre ce luxe? Et pourquoi on se focalise sur le monde rural et on oublie le milieu citadin, où il y a des puits dans toutes les villas? C'est peut-être plus facile de bien connaître ce qui se passe en milieu rural que d'accéder à certains quartiers des grandes villes du pays. C'est peut-être vrai. Toujours est-il que moi, cette annonce qui a été faite par M. le ministre en charge du département de l'eau sur le recensement des puits, etc., si j'ai bonne mémoire, il avait déclaré qu'autour de 90% des puits ne sont pas déclarés. À la limite, je suis tenté de dire comment se fait-il qu'on a laissé faire 90 sans qu'ils soient... Je suis sûr que les autorités locales savent exactement ce qui se passe dans leur territoire. Et donc, s'il y a eu un engouement d'une manière
non respectueuse de la réglementation vers les puits. Là, il parle du milieu rural ou oui, je parle de même en milieu urbain. Même en milieu urbain. Toutes les communes doivent savoir, quand il y a un forage, il faut une autorisation. Et même quand un puits est clandestin, on sait qu'il est là. Il n'y a que le Muqaddam, il peut donner toutes les infos qu'il faut. Et surtout le risque de pointer uniquement les puits en milieu rural. D'abord, moi j'aimerais bien savoir le nombre de puits qui a été annoncé par les autorités compétentes. Est-ce qu'il intègre les puits en milieu urbain ou non? Deuxième question. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la proportion des puits creusés au milieu urbain et les puits existants en milieu rural. Troisième point, il ne faut pas comparer l'incomparable. En zone rurale, à défaut d'avoir l'eau, comme c'est le cas en ville, les ruraux sont dans l'obligation de se débrouiller pour se procurer de l'eau pour leurs besoins domestiques et pour leurs activités de production agricole. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Troisième point. Pour le bétail. Troisième point, le fait de recenser des puits. Il y a des puits qui datent de décennies. Chez moi, dans mon patelin Fleur-Harbe, le puits que nous avons à l'intérieur de la maison de ma famille, il date de 1958. Donc là aussi, il faut faire la part des choses. Toujours est-il que c'est vrai. Avec la sécheresse du début des années 80, on a assisté à une accélération du prélèvement des ressources en eau souterraine par le creusement de puits ou par des forages. Ça, c'est certain. Mais il se trouve que ça a été aussi, quelque part, encouragé, incité par l'octroi de subventions dans le cadre du plan Maroc Vert, qui nous a fait passer de à peine 1 200 000 hectares irrigués à 1 600 000, 1 700 000 hectares en irrigation individuelle privée, sur laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, les autorités compétentes n'ont aucun contrôle sur l'utilisation de l'eau à l'échelle des propriétés privées. Et puis, quoi qu'on dise, les chiffres sont têtus. 80% de nos ressources en eau dédiées à l'agriculture qui ne participe qu'à hauteur de 12% au PIB est un problème. Bien sûr, absolument. D'autant plus que durant les 10-15 dernières années, on a donné un coup d'accélérateur vers une option qui a contribué pour beaucoup dans la crise que nous subissons aujourd'hui. Parce que là aussi, on va revenir peut-être plus tard sur ça, nous continuons à mettre l'accent davantage sur les actions, les stratégies, les programmes que le gouvernement envisage d'entreprendre pour, avec l'espoir, on le souhaite tous, d'augmenter l'offre. Mais il y a des réponses à apporter à cette problématique grave dans notre pays du côté de la demande. Exactement. Il est temps de s'interroger sur, notre modèle de consommation. On l'a évoqué. C'est une question centrale. En tous les cas, les réponses satisfaisantes à la problématique épineuse que nous subissons aujourd'hui ne peuvent être résolues par la seule offre. Absolument. Maintenant, pour essayer de trouver des solutions à cette crise, parce que la situation est critique, il y a des solutions qu'ils proposent. Par exemple, des villes comme Casablanca, ils ont annoncé, les conseils municipaux, qu'ils sont en train de travailler sur du dessalement et le démarrage de 5 stations d'épuration d'eau usées et d'une usine de dessalement. Est-ce que cela pourrait être une solution pour soulager la pression et quel est le revers de la médaille? D'abord, pour revenir peut-être à la question qui est précédente sur l'efficacité des mesures et des initiatives, parmi lesquelles celles prises au niveau de Grand Casablanca. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une action qui me paraît avoir une certaine efficacité, dans la mesure où il s'agit soit de suspendre temporairement la nuit dans certaines localités l'approvisionnement en eau potable, au niveau des ménages, je veux dire, soit la réduction du débit, diminution du débit. Est-ce que vous trouvez juste qu'on pénalise les ménages dont la consommation, j'imagine, ne doit pas être extraordinaire? Pourquoi c'est aux ménages de payer pour les pots cassés de politique d'irrigation, d'agriculture? Est-ce que c'est à nous? Parce que c'est nous les ménages qui... Avant de répondre, il y a d'abord l'efficacité. C'est vrai que le fait de réduire le débit du réseau de distribution d'eau potable dans les grandes agglomérations, dans les villes et toutes les localités desservies par ce réseau, ou la suspension temporaire pendant certaines plages horaires de la journée, carrément de l'approvisionnement en eau potable, peut amener peut-être certaines familles à stocker l'eau. Et en définitive, ça va être pire. Mais
Mais le gain effectif, c'est certain, de mon point de vue, il y a des spécialistes mieux placés que moi pour l'apprécier à sa juste valeur, c'est que ces deux mesures-là ont un effet direct, immédiat, sur l'économie d'eau. Pourquoi? Parce qu'on réduit les pertes occasionnées par les défaillances des réseaux de distribution de l'eau. Et même, j'ai lu une interview récemment du directeur général de l'ONE, qui lui-même déclarait, l'ONEP, qui déclarait qu'il y a autour de 25 à 30% de pertes dans le réseau de distribution. Oui, dû aux fuites, à des problèmes bien sûr, oui, bien sûr. À défaut de maintenance suffisante, à défaut de réparation, etc. Ce qui fait que déjà, le fait de réduire les débits ou de suspendre l'approvisionnement pendant certains temps de la journée, notamment la nuit, il est évident que ça va occasionner des économies d'eau du fait de la réduction des pertes. Oui, alors ça, ce sont des solutions, moi je dirais, de rafistolage. Ce sont des petits, des bouts de chandelle. Alors, pour vous, il nous reste 2 minutes malheureusement, quelles sont les solutions à adopter en ces temps difficiles? À court terme, on fait ce qu'on peut. Oui. Mais à moyen et à long terme, pour une meilleure gestion de peu de ressources hydrauliques dont nous disposons, sachant que le pire est peut-être à venir. Bien sûr. Donc, à court terme, je dirais qu'il y a déjà des mesures, des initiatives, et tant mieux, qui ont été prises. Oui. Leur efficacité dépendra de la rigueur que les autorités compétentes et les moyens que les autorités en charge de les faire appliquer mettront en œuvre. Donc c'est certain. Pourquoi vous avez dit, en fait, c'est là aussi la solution de facilité. Il suffit de couper le robinet pour les ménages et là vous faites des économies d'eau. Mais les autres mesures, elles sont beaucoup plus difficiles à faire appliquer et à faire respecter. Comme par exemple, quel moyen pour s'assurer que les gens n'utilisent pas contre les décisions prises l'eau? Exemple, il y a même des incohérences. Je peux qualifier d'incohérences. Comment se fait-il qu'on interdit dans les stations de lavage des voitures, on interdit le lavage des voitures dans les stations qui sont alimentées sur le réseau et on laisse les stations qui disposent de puits pour laver les voitures. Donc déjà, il n'y a pas une vision intégrée qui intègre les ressources souterraines. Il y a les hammams. Les hammams qui disposent de puits, ils sont ouverts, les hammams approvisionnés sur le réseau. Donc c'est sélectif. Et quand il y a sélectivité, ça pose un problème d'équité. Et pour une véritable solution à long terme, revoir bien sûr notre modèle agricole, parce que c'est 80%. À mon avis, c'est une question incontournable. Il faut changer de paradigme. Exactement. Désormais, durant les 40, 50, 60 dernières années, on a fait croire, ou on a cru, consciemment ou inconsciemment, en tous les cas, ce n'est pas de mauvaise foi, on a nourri le sentiment du Marocain que le pays est un pays d'abondance. D'abondance, c'est un pays agricole, de ressources. Non, aujourd'hui, nous nous apercevons que nos ressources sont limitées, pour ne pas dire menacées. Et donc, il faut changer de cette, j'allais dire, de cette vision, de cette culture nourrie au fil du temps, de l'abondance à la gestion de la rareté. Et nous avons des savoir-faire ancestraux dans nos sociétés rurales, oisiennes, de montagne, des zones arides, des semi-arides, des zones pastorales, des savoir-faire, des valeurs d'une utilisation rationnelle, minutieuse des ressources. Donc il y a le modèle, changer de paradigme pour aller dans le sens de gérer la rareté. Et donc changer le modèle de consommation. Et qui dit changer de modèle de consommation, automatiquement revoir de fond en comble le secteur, le modèle qui consomme le plus d'eau, c'est le secteur agricole. Merci vers beaucoup. Des orientations qui s'accommodent à la situation actuelle. Et je finirai en disant qu'il ne faut surtout pas nourrir l'idée que le climat va redevenir ce qu'il était durant les années 60. Arbi Zegdouni, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste et ruraliste et ancien enseignant à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Merci beaucoup, cher monsieur. Je vous en prie. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.